Bonjour à tous et bienvenue pour ma vidéo du bilan de lecture du mois de juin 2021. Je sais pas si vous vous rappelez, mais mon mois de mai était pas forcément ça m'avait pas hyper enthousiasmé la fantasy, donc j'étais assez contente de passer à un nouveau défi. Et donc dans le cadre du Travel in Challenge, on devait visiter l'Inde, donc c'était le pays sur lequel on devait lire des lectures. Donc ça pouvait être soit qui se passe en Inde, soit d'un auteur indien. Et les deux autres défis, c'était d'un auteur français et avec une couverture en lien avec la nature, la végétation. Donc j'ai commencé de suite avec celui-là, qui est donc L'inconnu de la Poste de Florence Aubenas aux éditions de l'Olivier. Alors en fait, Florence Aubenas, c'est un grand reporter, donc elle est spécialisée au monde et elle a écrit plusieurs livres, notamment sur l'affaire Outreau ou sur le quai de Ouistreham. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, en gros, elle écrit sur des sujets qu'elle a pu couvrir dans le cadre de ses fonctions de grand reporter. Et là, c'est encore basé sur une histoire vraie, c'est l'histoire de Gérald Thomasin, et qui est un acteur qui s'est fait connaître très vite avec Le Petit Criminel, je crois, je ne sais plus chez qui, mais d'un réalisateur célèbre. Je vois sa tête, mais son nom m'échappe. Et en gros, quelques années plus tard, il est un peu en marge de la société, il vit un peu en marge de la société, même s'il continue en fait à tourner des films. Et en fait, il est accusé du meurtre de Catherine Burgot, qui est en gros la postière du village. Elle tient le petit bureau de poste à Montréal-Lacluse, qui est un petit village euh, un peu dans les montagnes, perdu, voilà, pas perdu, mais un peu en dehors c'est pas une grande ville. Et en fait, on va suivre en gros l'histoire, elle va retracer l'histoire de la victime, de celui qui a accusé, Gérald, et voilà. Alors, j'avais vraiment envie de le lire, et je pense que cette attente, surtout après avoir ce mois de mai qui n'était pas ouf, et je pense que du coup, ça a un petit peu, pas gâché mon plaisir, mais je me dis le fait que j'en attendais trop. Voilà, j'attendais trop de ce livre, donc c'est un livre qui est très sympa et que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que je m'attendais à un truc waouh, et bon, bah, c'était très sympa, mais c'était pas waouh. Je vous le recommande, hein, franchement, surtout si vous aimez ce genre d'histoire basée sur des vrais crimes. Franchement, il est très bien fait. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler des Cavaliers Passagers de Flora Méodre et Vincent Biwer au laboratoire existentiel dans leur collection Scripto, je crois. Non, Liluscript, pardon. Liluscript. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette collection, c'est que c'est deux auteurs, donc un auteur et un dessinateur. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a en gros des dessins entre chaque petite histoire. Voilà. Et donc, il y a vraiment Flora Méode qui a écrit le livre et Vincent Biwer qui a fait les illustrations. Alors, on va suivre plus ou moins, je pense que c'est plus ou moins autobiographique, même si c'est inspiré en tout cas de sa vie ou de ses amis. Donc Flora, elle est dans la fin de la vingtaine, je crois, entre 25 et 30. Et elle vit à Paris, elle est célibataire, et du coup, en fait, en gros, elle raconte voilà, ses aventures amoureuses à Paris en tant que célibataire. Je crois qu'au début, elle est en couple et elle se sépare, et voilà. Et en gros, on a saison 1 2014, les spécimens. Je crois qu'il y a saison 2, autre chose en fait. Il y a vraiment, c'est vraiment ces histoires. Et c'est des petites scénettes. Et donc j'ai un peu de mal au début, ça m'a un peu perturbée en disant bah, enfin, est-ce que c'est vraiment la même. Je savais pas si c'était la même personne qu'on suivait par exemple du début à la fin, ou si c'était plusieurs histoires, plusieurs filles, etc. Non, non, c'est vraiment la même personne qu'on suit, et elle raconte en gros euh, ses plans cul, ses histoires d'un soir, ses rencontres d'amis, etc. Et ben j'ai vraiment aimé en fait. Je pense que ça plaira pas si vous n'avez pas n'avez pas vous-même expérimenté, ou si vous n'avez pas d'amis qui est parisien dans la fin de vingtaine, début trentaine, ça vous parlera peut-être pas. Je pense que c'est peut-être pas un livre pour vous, sauf si vous êtes curieux de voir comment ça se passe, parce que je trouvais ça assez réaliste. Ils ont quand même pas beaucoup de problèmes d'argent.
parce que je trouve qu'on n'en parle jamais. Ils n'ont jamais de soucis sur ce plan-là, donc c'est peut-être un peu, voilà, c'est plutôt des bobos, on va dire, que des jeunes qui galèrent. Mais ouais, j'ai trouvé ça plutôt très plaisant. Ça se lit vite, c'était agréable et ouais, ça m'a rappelé des histoires ou des souvenirs, c'était assez sympa. Alors, le prochain, Je serai vivante de Nastasia Regani, qui est très court, qui est paru chez Scripto Gallimard. Je pense que c'est ma plus grande déception de tout le mois de juin. Alors, ça, en fait, c'est parce que j'en attendais beaucoup. Là, clairement, c'est parce que je m'attendais beaucoup. C'est en gros, je peux vous lire le quatrième de couverture, vous allez voir pourquoi. Depuis que je suis entrée dans votre bureau étriqué, monsieur d'officier, vous attendez une jupe en lambeaux, du sang sous les ongles et des témoins. Je crois que vous auriez préféré une foule rugissante devant mon corps dévoré par des chiens haineux. Leur babine rosie de moi, mes os à vos pieds. Des preuves à récolter, un viol à voir. Moi, j'aurais préféré ne jamais me rendre sous le cerisier il y a 3 mois en avril dernier. En gros, on va suivre une jeune fille, je ne sais même plus comment elle s'appelle, qui est face à un policier dans un commissariat pour porter plainte pour un viol qui s'est passé il y a 3 mois. Et en fait, ce qui m'a pas plu, c'est que j'ai pas du tout éprouvé d'empathie. Alors pourtant, c'est un thème qui pour moi, sur lequel je suis plutôt empathique, où je suis plutôt féministe, même. Voilà, c'est plutôt un truc qui me tient à cœur et je suis plutôt engagée sur ça. Et je sais pas, ça m'a pas parlé. C'est peut-être totalement moi et peut-être que ça parlera à beaucoup de gens. Mais alors moi, ça l'a vraiment pas fait. J'ai pas aimé le lire, j'ai pas aimé l'écriture, j'ai pas compris. C'est très confus. Je pense que le but était fait exprès, c'était très confus de manière à montrer la confusion qui existe dans la tête de la jeune fille qui a été violée et qui, voilà. Non, ça l'a pas fait avec moi. Voilà, c'est pas, je vous le, c'est, si c'est un sujet, alors c'est dur, hein, si c'est un sujet qui vous intéresse, foncez. Mais voilà, juste, moi, ça l'a vraiment pas fait. Mais la couverture était très belle, j'ai trouvé. J'adore avec les différences d'encre, vous voyez. Et ça rentrait parfaitement dans le thème, voilà. Et donc j'étais vraiment curieuse. Et il est sorti en plus fin juin, donc j'ai été exprès l'acheter. Et voilà, donc grande déception. Voilà, ça n'a pas fait avec moi. Je peux pas dire d'autre chose, c'est juste que ça n'a pas collé. Et je pense que c'est avec ce genre de livre un peu particulier, sur un thème particulier, sur un format particulier, ben ça le fait ou ça le fait pas. Ensuite, Dahlia de Delphine Bertolon. Alors, Delphine Bertolon, je l'avais découvert il y a un peu plus de 10 ans, je dirais même, ouais, plutôt presque 15 ans, lorsqu'elle a sorti son premier livre qui s'appelait Twist. Twist, c'était un journal. On suivait le journal d'une petite fille qui était kidnappée. En gros, c'était une petite fille c'était pas chez Dutroux, mais même style, et elle écrivait son journal pendant sa captivité. C'était hyper fort, enfin c'est un de mes gros chocs culturels de chocs lecture de ces 20 dernières années, pour sûr. Et du coup, j'ai lu un autre livre de Delphine qui était Qu'un naufrage, que j'avais adoré également. Et du coup, j'étais très curieuse. J'ai pas lu tous ces livres, mais j'en ai eu beaucoup. Et j'étais curieuse de lire Dahlia. J'adore la plume de Delphine, donc j'ai aimé. J'adore la manière dont elle écrit. C'est vraiment le style d'écriture que j'aime, moi. Maintenant, j'étais pas forcément d'accord avec la manière dont elle a pris ce sujet. On comprend assez vite, on le comprend dès le quatrième de couverture, hein, de quoi ça parle, mais je vais pas vous spoiler parce qu'ils ne le disent pas de manière claire. Ça arrive assez tôt, mais voilà, je veux pas vous spoiler. Mais en gros, c'est un thème qui est difficile, qui est un peu à la mode en ce moment, enfin un peu beaucoup à la mode en ce moment, à la mode dans la littérature. Et en gros, on va suivre Letty, 14 ans, qui vit seule avec sa mère dans un mobil-home. Et elle devient amie avec Dahlia, qui donne son titre au livre, qui est une fille un peu étrange. Il y a une grande amitié. Et en fait, elles vont les unes chez les autres. Et Letty, en fait, elle va souvent chez Dahlia. Et bon, il va se passer un truc. Et ça va un peu, finalement, il va se passer un truc avec Dahlia. Et en fait, finalement, c'est Letty qui va un peu vriller. Et... Oh, alors,
c'est un roman, donc sur ce thème un peu dur. C'est dur de... En fait, c'est tellement dur de raconter un livre sans spoiler. Surtout quand il y a un thème aussi fort qui n'est pas dit en quatrième de couverture. On le comprend, mais voilà. En gros... Et là, c'est la dernière phrase, c'est au milieu du chaos, le doute, et si Dahlia avait menti. Et en gros, tout est basé sur ça, si Dahlia avait menti. Et en gros, Letty, elle a complètement vrillé, et si ça se trouve, c'est fondé sur un mensonge, donc voilà, elle s'en veut, etc. Et on les retrouve à 40 ans, où on voit l'impact que ça a pu avoir l'histoire de Dahlia sur Letty, et inversement. Bon, alors j'adore les Delphine Berthelon, donc j'ai adoré ce livre, même si je suis pas forcément d'accord avec certains points et avec une manière de traiter le sujet. Voilà. Alors, Laetitia Colombani, Le Cerf-Volant. Alors celui-là, il était top parce c'était auteur français, mais il se passait en Inde. Bon, par contre, il n'y avait pas d'herbe, la petite pelouse, là, ça n'a pas compté pour le défi herbe. Laetitia Colombani, tout le monde la connaît surtout pour La Tresse. Là, c'est plus ou moins la suite. C'est vraiment... on retrouve un des personnages de La Tresse dedans, même si... voilà, il n'y a pas de référence à La Tresse. On peut très bien le lire de manière totalement indépendante. Honnêtement, on m'aurait pas dit que c'était le même personnage. Ça m'aurait pas posé de souci. J'avais pas du tout aimé La Tresse. J'avais pas du tout aimé et je me dis que maintenant il faudrait que je le relise parce que j'avais pas du tout aimé pour une raison très simple, c'est que j'avais deviné dès le début ce qui se passait. Et en fait je me dis, est-ce que c'était important de... Ça m'a un peu gâché ma lecture en disant mais c'était tellement gros comme une maison, je le voyais quel était le lien entre ces trois femmes, c'était évident et je l'avais vu dès le quatrième de couverture, donc ça m'avait un peu gâché l'histoire. Et je me dis peut-être que j'aurais pas dû en faire un aussi gros problème, c'est pas parce que j'avais compris l'histoire que ça enlève quelque chose à la lecture. Dans Les Victorieuses, qui était son livre d'après, j'ai adoré et il n'y avait pas de suspense ou de quoi que ce soit. Et je trouve que là, pareil, il n'y avait pas de suspense. On sait dès le début ce qui va se passer. Du coup, j'ai beaucoup plus aimé l'histoire parce que justement, j'avais pas l'impression d'avoir déjà deviné. Et voilà, on le sait, elle le dit dès le début. En gros, c'est brisé par un drame personnel. Lena abandonne la France et son pense ascendante pour partir en Inde, au golfe du Bengale. Et en gros, un matin, elle a failli se noyer, elle est sauvée par une petite fille, elle rencontre plusieurs âgés, etc. Et elle veut lancer un projet qui est fonder une école pour les enfants du quartier. Donc, les quartiers, c'est des intouchables, hein, ou de la caste la plus basse du coin, qui en sont privés. Et ben là, ça l'a fait. Parce que, en fait, je pense que moi, ce qui m'a posé dans la tresse, c'est qu'elle avait un peu. On était censé avoir un twist final, waouh, il y a un lien. Et ça m'a gonflé parce que c'était tellement évident depuis le début. Et je pense que c'est parce que je lis trop de polars. Enfin, préfère les polars, les thrillers. Et que du coup, quand il y a un suspense, ben, j'aime bien ne pas le savoir dès le début. Voilà. Je pense que je le lirai peut-être plus avec plaisir maintenant. Je ne sais pas. En tout cas, là on est là pour parler du cerf-volant. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un livre agréable. Ouais, d'ailleurs je me dis est-ce que j'ai bien lu. Bon, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un livre agréable, ça l'a tout à fait fait. Et si vous avez aimé La Tresse, si vous avez aimé Victorieuse, si vous avez aimé La Plume de Laetitia Colombani, vous ne serez pas déçus avec celui-là. Et d'autant plus parce qu'on est vraiment en Inde, donc si ça vous intéresse, voilà. Alors, Un souffle sur la main de Bruno Combe. Alors, j'ai pas aimé. En fait, c'est ça qui est très difficile, c'est que j'ai aimé le livre, c'était plaisant à lire, c'était pas un souci. Il y a beaucoup de personnages secondaires que j'ai appréciés, j'ai moins aimé le personnage principal qui s'appelle Lou. Donc, originaire d'Avignon, Lou vit désormais à Paris où elle travaille dans une agence immobilière. Même si sa carrière professionnelle est une belle réussite, sa vie privée n'est qu'une longue suite d'aventures sans lendemain, parce que les hommes, elle leur fait plus confiance depuis qu'à 16 ans, elle a surpris son père dans les bras d'une inconnue. Ok. En fait, je comprends pas de base pourquoi il y a un gros drama. Alors, il l'explique un peu à la fin, pourquoi ça fait un gros drama, mais... En fait, je trouve que l'histoire est bien, mais comme j'y croyais pas, c'est basé sur quelque chose qui est... En fait, elle devrait pas auto-réagir. Sa mère, elle en a rien à faire. Pourquoi est-ce qu'elle réagit si fort? Ok, elle a une relation très forte avec son père, mais c'est pas elle qui l'a trompé. Enfin, j'ai envie de dire, pour moi, ça n'avait pas de sens.
pourquoi elle en voulait autant à son père. Voilà, ça n'avait pas de sens. Et qu'elle était déçue par les hommes, ok. Maintenant, je pense que c'était tellement un livre de non-dit et que les gens ne parlaient pas parce qu'on apprend plein de choses sur sa mère, etc. Pareil, le 4e de couverture spoil totalement. Donc j'ai envie de dire, ne le lisez pas. Parce qu'il y a un mot qui est dit dans la 4e de couverture qui en gros spoil n'arrive qu'en vrai qu'à la moitié voire plus du livre, et je pense que ça spoil. Alors c'est pas grave, c'est pas le but, mais je trouve que voilà, des fois ils en dévoilent un peu trop dans la 4e de couverture, et là c'était le cas aussi. C'est un livre qui est écrit très gros, qui s'est dit, je l'ai lu en même pas 2 soirées, hein, il est écrit très gros, voilà, c'est pas prise de tête. Je me rends compte, et là je me rends compte avec plusieurs, j'ai beaucoup de mal avec les livres qui sont des feel good movies ou qui sont des leçons de vie, ou voilà. Ça me gonfle à un point, c'est pas mon truc. Et je pense que faut que j'arrête d'essayer de les lire en fait, tout simplement. Je me dis c'est bien de découvrir d'autres livres. Je pense que cette année là de challenge avec le Travel in Challenge, ça va être hyper intéressant parce que clairement, c'est là où je me rends compte que il y a plein de styles de livres que je n'aime pas ou que je n'aime plus. J'ai aimé que je n'aime plus. Et clairement, les feel good, ceux qui sont pleins de bons sentiments, ben ça le fait plus du tout avec moi, mais du tout. J'ai pas de enfin, je suis très contente si ça vous plaît, si c'est votre style, hein, c'est vraiment super, et je pense que c'est pour ça que là je donne mon avis, voilà. Et je peux avoir des bonnes découvertes, mais j'ai du mal avec ceux qui veulent nous donner une leçon et ceux qui prennent l'histoire pour vous donner, ouais, vous donner. En fait, pour moi, je passe pas un bon moment quand on me fait la leçon. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un sur un ton paternaliste qui m'explique la vie, et ça me hérisse. Voilà. Ça m'a là un peu fait avec ça, mais il y a quand même des personnages qui sont très sympas, notamment sa meilleure amie, je la trouve hyper cool. Hector, qui est un sourd-muet qui travaille dans l'atelier de son père. Non, pas Hector, pardon, Roger. Et Hector, c'est son beau-père que j'aime beaucoup aussi, même s'il est peu présent. En fait, il y a des choses qui sont vraiment, voilà, des personnages qui sont hyper agréables. Voilà. Pareil, quand j'y pense, il y a toute une histoire tout au début. En fait, tout le premier chapitre est sur un couple d'Américains qui est hyper particulier. Ben, on n'a pas le fin mot de l'histoire à la fin, pourquoi ils sont aussi particuliers, il n'y a pas d'explication. Ils sont juste comme ça. Et ça m'a un peu manqué. Je me dis, bon, je m'attendais, je trouve que voilà, c'était pas fini là dans ce parti. Ça m'intéressait plus presque l'histoire des Américains, pourquoi ils étaient bizarres, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ils étaient. Bon, pas une grande. J'ai pas trop aimé, quoi. Sophie Jomain, les étoiles brillent plus fort en hiver. Je crois que c'est mon premier Sophie Jomain, si je me trompe pas. Ouais, je pense que j'en avais jamais lu. Alors, ce livre c'est une comédie romantique plus ou moins, un peu aussi feel good movie, plutôt comédie romantique, qui, on sait dès le début qu'ils vont finir ensemble, donc ça, c'est même pas la peine de le dire, on le voit déjà. Hein. 4e de couverture, hein, on le sait. En gros, ils se détestent. Comment ça va finir à la fin? Quelle surprise. Ça l'a pas. En fait, c'est pas mon style. Je l'avais déjà dit en mars quand c'était le mois des comédies romantiques. C'est pas mon style, les comédies romantiques. Et j'en avais eu quelques bonnes surprises en mars. Du coup, c'est pour ça aussi que celui-là, je l'avais mis dans ma palle et que j'avais voulu lire en me disant. Il y avait la végétation. Et en me disant, tiens, je veux savoir si voilà, ça le refait avec. Parce que j'avais vraiment aimé. Je sais plus, un de Johanna Bollory sur. Je sais plus. Bon, ben, ça l'a pas fait. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Je trouve que. Ah oui, si. Les personnages principaux, les deux, sont autant à baffer l'un que l'autre. Surtout elle. Elle, j'ai envie de la baffer. Elle l'aime pas. Elle est odieuse. On sait pas trop pourquoi. Tout le monde l'adore. Elle est super gentille depuis. Et d'un coup, bah, nous, quand l'histoire commence, elle est odieuse avec plein de gens. Il y a un côté. Il y a le côté personnel qui est plus intéressant parce que. Et d'ailleurs, ils en parlent pas pour le coup dans la 4e couverture. Et le côté personnel m'a plus intéressée, j'ai trouvé. Presque que des deux personnages, que leur histoire en fait, où en gros on n'en a rien à battre. Voilà. Mais je sais qu'il a eu un beau petit succès, donc si c'est votre cam, si c'est votre style de livre, foncez.
Alors, une autre de mes bonnes surprises, une de mes vraiment bonnes surprises du mois de juin, et je remercie vraiment le Traveling Challenge qui est tombé sur l'Inde parce que je n'aurais jamais, jamais, jamais lu ce livre si c'était pas sur l'Inde. Là, c'est Les Disparus de la Purple Line. Et en gros, c'est une sorte de polar dans un bidonville en Inde qui est mené par 3 enfants. Et en gros, c'est ces 3 enfants qui sont... Il y a le premier, le héros est fan de télé, de séries télé. Et il y a des enfants qui commencent à disparaître dans son bidonville. Et en fait, il essaye de mener l'enquête parce que les autorités et les polices ne le font pas. Et donc, il essaye de retrouver ses camarades. De retrouver ses camarades avec l'aide de ses 2 meilleurs amis qui, eux, sont pas fans de séries policières. Il se trouve qu'il y a une petite fille qui est très intelligente et un petit garçon qui est musulman. Et au début, c'est vraiment sur la tolérance aussi dans les réalités sociales en Inde. J'ai adoré. Je connais rien à l'Inde. C'est pas du tout un pays donc, qui me parlait. Donc, je suis ravie. C'était extrêmement intéressant. Et c'est ce qu'il disait. Alors en fait, dit pas, désolé, je le dis en même temps, Anna Para dit en Inde, 180 enfants disparaissent tous les jours. J'ai écrit ce roman pour faire mentir l'idée selon laquelle ils sont réductibles à des statistiques. Je l'ai écrit pour rappeler que derrière les chiffres, il y a des visages. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée. Il y a vraiment une enquête policière. C'est pourquoi, comment, qui, qu'est-ce qui se passe. Et je pense que c'est un de mes livres préférés du mois. Alors que vraiment, je m'y attendais pas. Mais c'est souvent ça, quand on s'attend pas à avoir un beau livre ou à lire une histoire qui nous parle, et on est agréablement surpris, et inversement, quand on s'attend à avoir un livre waouh, on est un peu déçu. Mais celui-là, je vous le recommande fortement, surtout si vous aimez l'Inde. J'avais commencé par celui-là avant de lire Le Cerf-Volant, et je retrouve les mêmes personnages, et j'ai adoré avoir lu celui-là d'abord, qui est vraiment écrit par une Indienne, qui est journaliste, je crois d'ailleurs, et qui du coup qui fait beaucoup de reportages sur la pauvreté, sur l'éducation des enfants, etc. Donc les deux allaient assez bien ensemble, franchement. Mais celui-là enfin, surtout si vous aimez, comme moi, les policiers, voilà, l'enquête est, on va dire, secondaire, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, l'autre super surprise et super coup de cœur, pas coup de cœur, super histoire, super que j'ai lu, c'est Bretzel et beurre salé. C'est un cozy mystery. Dernièrement, j'avais pas trop envie de lire des cozy mystery. J'ai relu 2-3 Agatha Christie, dont certains que j'avais adoré dans l'enfance, enfin quand je lisais, parce que j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie. J'ai eu ma phase Agatha Christie, ma phase Stephen King. D'ailleurs, je suis en train de réécouter ça. Là, j'ai quasiment fini le tome 1. Je vais lire parce que j'avais jamais lu Cimetière. Je pense que j'ai lu au moins une quarantaine de Stephen King, mais j'avais jamais lu Cimetière. Donc, je vais le lire là en lecture commune avec une copine. Faut juste que je m'y mette, qu'on se mette d'accord. Tout ça pour dire que... Et là, j'ai vraiment adoré ce bretzel et beurre salé, donc une enquête à Locmaria. C'est totalement... Donc, on va suivre Cathy, qui est une célibataire qui a la cinquantaine, qui vient de Strasbourg s'installer en Bretagne, donc pas loin de Concarneau. C'est une ville imaginaire, mais ce qui est pas loin de Concarneau. Et elle ouvre un restaurant qui s'appelle Bretzel et beurre salé. Et en fait, son but, c'est de faire des spécialités alsaciennes. Donc, il y a de la flamencuche, je sais toujours pas le dire, même s'il habite ici. Il y a de la choucroute, etc. Et en fait, lors d'une soirée spéciale choucroute, il y a un des notables du village, qui est un gros salaud, qui va mourir. Et en fait, et elle est accusée de l'avoir empoisonné. Et du coup, il y a toute une enquête, c'est des journalistes et des policiers, et on a toute une galerie de personnages qui est vraiment savoureux et qui est vraiment... franchement, c'était vraiment... j'ai beaucoup aimé. Et on voit tout de suite, on n'a pas la réponse à toutes les questions, il y a déjà le tome 2 qui est sorti, il va y en avoir plusieurs. Et j'avais vraiment, à la fin, j'avais vraiment envie d'ouvrir le deuxième et d'acheter le deuxième. Donc je pense que je vais acheter le deuxième là, s'il arrive à y aller aujourd'hui. Et voilà. Mais j'ai adoré. C'est un très bon cozy mystery.
de mon point de vue. Oui, parce que je trouve que c'est toujours tellement subjectif. J'ai plein d'amis qui ont lu des livres et en fait on n'aime pas du tout la même chose dans les livres. Ils peuvent aimer l'écriture, ils peuvent aimer l'histoire, ils peuvent aimer, ça peut leur parler, ça peut... et aussi pareil, il y a des livres que je vais lire qui ne seront pas à la bonne période parce qu'il y a un moment où enfin, un livre qui me plaît qui m'a plu en 2002 peut-être me plairait plus du tout maintenant et on évolue, on change et donc on n'est pas au même niveau de notre vie et en plus entre personnes. Donc pour moi, c'est extrêmement subjectif. Ça n'est que mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Après, c'est vrai que j'aime bien regarder, moi, quand je regarde dans notre Booktube, quand je vois que ça fait 2, 3, 4, 5 livres où on est vraiment d'accord, on a la même impact, on a le même avis, ben, je me dis qu'il y a des chances que si ce livre plaise à cette personne, il me plaise aussi. Donc voilà. Voilà. Petite fin de la petite parenthèse. Les fantômes de... Il m'en reste encore 4. Les fantômes de Harvard de Francesca Seritella. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu peur à un moment donné que ça parte trop dans le paranormal, etc. Mais non. J'ai beaucoup aimé. Alors j'adore les campus book, tout ce qui se passe. J'ai eu une période où j'adorais tous les films qui se passaient dans les campus, les séries qui se passent dans les campus, etc. Donc c'est vraiment mon truc. Accepté à Harvard, Cadence Archer décide de s'installer sur le campus alors que ce choix menace de détruire sa famille. Car c'est dans la prestigieuse université que son frère aîné a mis fin à ses jours l'année précédente après avoir développé une schizophrénie. Caddy ne peut se résoudre à continuer de vivre sans savoir ce qui a poussé cet étudiant de génie à se suicider. Alors pour seul élément ce cahier bleu rempli de gribouillages obscurs d'Eric, devenu paranoïaque et en proie aux hallucinations, elle enquête sur les ultimes mois de sa vie. Plus Caddy avance, plus ses soupçons augmentent. Plus elle-même commence à entendre des voix. J'avoue que ça m'a fait un peu flipper le fait qu'elle commence à entendre les voix en me disant « Attends, si c'est juste un truc sur la schizophrénie, moi j'avais plus envie que ce soit un polar. » Et c'est quand même un polar et les voix sont pas du tout gênantes et en effet... Et j'ai beaucoup aimé. Je saurais même pas, il est inclassable pour être honnête. C'est inclassable. C'est peut-être un peu un... Presque, ça me fait penser à un X-Files. Vous voyez, avec Mulder et Scully, l'un rationnel, l'autre il est complètement dans tout ce qui est paranormal. Et voilà. Mais au final, c'est un bon polar. Moi, je l'ai pris comme un polar et j'ai vraiment aimé. Et c'est par contre un gros pavé. Mais il s'est lu assez vite et les personnages sont plutôt sympas. C'est juste à un moment, je me dis, c'était évident. Il y en a un qui se révèle être... un des personnages qui se révèle être pas ce qu'on croit. Et je trouve que c'était un peu évident. Voilà. Elle se laisse avoir. Pourquoi pas. Bon. C'était peut-être la seule bémol. Je trouve que c'était tellement évident que c'était un... Voilà. J'aime bien quand les personnages principaux sont pas stupides, quoi. En fait. Ok, je vais aller un peu plus vite. Là, ça fait déjà 30 minutes. Les possibles de Virginie Grimaldi. C'était mon premier Virginie Grimaldi. Et ça va dans la veine de ce que je vous disais tout à l'heure quand je présentais le livre là, un souffle sur la main, un truc comme ça. C'est pas fait pour moi les feel good book, ceux qui sont pleins de bonnes intentions, ceux qui sont là pour vous apporter une morale, etc. C'est pas fait pour moi et donc celui-là en fait partie. Je trouve la couverture magnifique, c'est surtout pour ça que j'ai craqué. J'aime beaucoup cette couverture. Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon. Alors, j'ai eu des bonnes surprises. J'ai très vite compris que c'était pas un livre pour moi. Mais j'ai eu des bonnes surprises. Il y a beaucoup de références à des musiques rock sympas des années 80-90. Donc, que j'ai eu plaisir à réécouter. Ça, c'était vraiment plutôt agréable. J'ai trouvé que le personnage principal était... j'ai beaucoup aimé le personnage principal. En fait, c'est l'histoire qui m'a laissé un peu de marbre. Mais je trouve que les personnages sont... Et donc, je sais pas, c'est mon premier Virginie Grimaldi, donc je peux pas dire. Mais ouais, j'ai aimé les personnages. L'histoire, j'en avais un peu... En fait, tout ce qui a une morale un peu... Ah, il faut profiter de l'instant, machin, blabla. Ça me saoule, c'est pas... non, c'est pas mon truc. Mais j'ai trouvé... Vraiment les personnages attachants, drôles. J'ai plutôt ri à des moments. J'ai trouvé aussi que j'ai bien aimé le côté... en fait, qu'elle défende. Le personnage principal est un peu... a des troubles alimentaires. Elle a un peu...
bon, en embonpoint, on va dire, je sais même pas comment, parce qu'ils le disent pas vraiment, mais on comprend que c'est le cas. Et sa mère lui fait des remarques, et ça, c'était un des trucs qui pour le coup m'a parlé. Je trouvais que c'était important d'avoir ça, et de voir et qu'elle dise, en fait, que pour une fois, le personnage principal, ça arrive rarement qu'il est d'embonpoint ou qu'il soit pas bien dans sa peau, euh, sans que ça soit le thème du livre. Hein. Ça n'est absolument pas le thème du livre. Et c'est ça où je me dis, eh ben, c'était un non-événement. C'est-à-dire, c'est comme ça. Et voilà, sa mère, qui est mince, ça lui fait des remarques sur ah ben tu pourrais ne pas manger ça, machin. Le genre de truc que j'aurais pu avoir moi-même, on va dire, de ma mère. Et voilà, ça m'a plutôt parlé, je pense. Donc, ouais, ça m'a plu. Donc je me dis, je retenterai. Vraiment, si le sujet, ce que je disais sur Instagram, si le sujet me plaît, je le retenterai. Là, le sujet me parlait pas du tout. Euh, voilà. En fait, ils le disent aussi hein, derrière à la fin que son père, il est en train de perdre un peu voilà, qui change à l'approche de la vieillesse, donc on comprend assez vite. Ça m'a moins parlé, voilà, c'était pas un thème pour moi. Alors, la claque. Adeline Dieudonné, La vraie vie. J'avais toujours entendu dire que c'était un livre un peu... ouais, une claque, et en effet. Alors, en gros, c'est un pavillon de banlieue et on va suivre l'héroïne principale qui est une petite fille de 11 ans qui grandit et qui a un petit frère, Gilles. En gros, son père, c'est un chasseur, donc il a une pièce qui est remplie d'animaux empaillés qu'il a pu chasser, donc c'est un peu glauque. Et en fait, il y a un violent accident alors, elle est très proche de son petit frère qui s'appelle Gilles, qui a 5 ans, qui est vraiment... il est plein de joie de vivre, etc. Il y a un truc qui se passe assez vite, violent, un violent accident qui se passe, et du coup, à partir de là, Gilles ne rit plus. Et elle a donc 10 ans, pardon, elle fait tout pour revenir en arrière. Et en fait, elle essaye de changer le temps. Donc, il y a des références à Retour vers le futur, etc. Et en fait, le personnage principal, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement cru. Ça m'a fait penser... Est-ce que ça m'a fait penser à des trucs mais c'est nécessaire. C'est violent, mais pas voyeuriste. Pour moi, ça a été extrêmement... en fait, la violence ordinaire dans son... Je sais pas. Il y a un petit côté, ça m'a fait penser un petit peu à Betty sur certains points. Ça m'a fait penser... ça m'a fait penser à pas mal de petites choses... Ils disent les candeurs de contes de notre enfance mêlées à la terreur des thrillers de Stephen King. Ouais, il y a un petit côté Stephen King. C'était une claque, c'est très court. Voilà, je sais même pas en parler. Bon, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas adoré, mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est inattendu. Voilà, c'est inattendu, c'est violent, c'est les trucs, mais je vous le conseille. En fait, c'est ça cette violence ne se voit pas dans la couverture, et c'est ça. Et je trouve que... Ah, il y a un côté aussi... ça m'a fait penser à... Comment il s'appelle ce livre Ah ben, je sais que je veux le lire de Matthias Kopling. J'en ai lu qu'un de lui, j'en ai un autre de lui à lire. Ça m'a fait penser un peu cette violence-là. Voilà. Des chasseurs et ouais, des gens qui sont morts à l'intérieur. Je sais pas comment dire. Voilà. Alors, plus qu'un... Celui-là, il y a un petit dernier. Les Jeux de l'amour et de la mort, pardon, de Fred Vargas. C'est son premier livre, c'est le premier livre de Fred Vargas. J'adore Fred Vargas. C'est vraiment un de mes auteurs préférés. Celui-là, c'est son premier. Et en fait, à un tiers de ma lecture, je me rends compte que je l'avais déjà lu. Donc du coup, pour vous dire à quel point ça m'avait marqué, je ne me rappelais plus du tout qui était le coupable et même de l'histoire. Donc je l'ai relu sans me spoiler, sans m'auto-spoiler. Mais, quoique un peu parce que je me rappelais un des trucs clés, je me rappelais. Donc du coup, voilà. Mais j'arrivais pas à faire le lien avec l'histoire. En gros, ici, c'est vraiment en lien avec le monde de la peinture. Il y a un Tom qui est un jeune peintre qui espère se faire reconnaître par un grand peintre qui s'appelle Gaylor, qui a vécu d'abord une jeunesse un peu débridée dans les années, je pense, 60-70 à San Francisco, et ensuite maintenant est à Paris, est marié, blablabla.
Et en fait, il va à cette soirée, donc Tom va à la soirée de Gaylor, ce grand peintre avec plein de gens, et il découvre, et tombe sur un cadavre dans le bureau de Gaylor. Il y a l'inspecteur qui est chargé de l'enquête, qui trouve son attitude suspecte, et donc il va enquêter. Les personnages sont tous plus barrés que les uns que les autres. Honnêtement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont tous hyper bizarres, hyper chelous, pas du tout des réactions normales, mais c'est divertissant. Pas du grand Vargas, mais c'est intéressant de voir comment elle a pu arriver. En fait, on voit un petit peu, d'ailleurs dans Galtier, on voit un petit peu le commissaire Adelsberg quand tout pointe vers une personne, mais qui dit non, moi j'y crois pas, il y a un truc, c'est pas ça. Et en fait, ce côté un peu dans la lune, ça, il l'avait déjà, Galtier, là, l'inspecteur, et ça, je pense que c'est peut-être pour ça que ça m'a quand même parlé. Pas du grand Vargas, mais si vous êtes intéressé à voir quel était son premier bouquin, sa première enquête, c'est ça. Et le dernier, l'affaire Kara Miller de Olivier Ball. En fait, j'avais commencé son suivant, je ne sais plus comment il s'appelle, j'avais commencé son suivant, et sauf que je me suis rendu compte que le suivant était la suite de l'affaire Kara Miller. Parce que dès la première page, les 3 premières pages, on en parle. Donc je me suis dit, lis d'abord l'affaire Clara Miller, même s'il me parlait un petit peu moins. Donc, l'affaire Camarilla, son cadavre est remonté comme celui d'autres femmes à la surface de l'eau, 6 au total. Là-bas, dans les forêts du New Hampshire, ce lieu maudit porte un nom, le lac aux suicidés. Clara Miller était journaliste, comme Paul Green, le reporter qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara étudiante et ne croit pas un instant à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue, Miles Stills, l'immense rockstar qui veut retrancher à quelques kilomètres. Alors en gros, c'est vraiment Michael Jackson dans Neverland, il a adopté des enfants, il n'a pas adopté, bon, il a des enfants, un peu comme Michael Jackson, et ils ont un grand centre parc d'attractions, sauf qu'il fait aussi des films, donc c'est ce que je disais, Brad Pitt, Tom Cruise, parce qu'en plus il est magnifiquement beau, donc tout le monde est amoureux, et un mix de Tom Cruise et de Michael Jackson. Et en fait, Paul va enquêter, machin. J'ai trouvé ça lent, mais lent. Je pourrais même pas vous dire pourquoi, parce qu'en fait, c'est lent. Je crois qu'on pourrait écrire le livre en... comme beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres qu'on pourrait écrire en beaucoup plus court, et c'est pas le but de raconter l'histoire en 3 minutes, mais ou 3 pages. Mais là, vraiment, ouais, ça m'a un peu... Et puis il y a pas mal de sauts dans le passé, le futur, le truc, parce qu'on voit les enfants qui sont grands, donc on les suit dans le futur. En même temps, on voit dans le passé. Enfin, il y a vraiment plusieurs niveaux temporels. En général, j'aime bien. Là, ça m'a pas... aucun n'est attachant. Aucun des personnages principaux n'est attachant, sauf peut-être le fils. C'est peut-être le seul qui est un peu attachant. Tous les autres... Et notamment Paul Green qui est le héros. Et donc c'est ça qui me fait peur, que j'avais commencé, du coup je me suis dit super, je vais commencer celui-là, je vais enchaîner sur le deuxième. Je crois que c'est l'inconnu du lac, un truc comme ça. Comme je déteste le personnage principal et que c'est encore lui le héros dans la deuxième, je me dis bon, est-ce que je vais le lire réellement? Je pense que oui, mais j'avoue que ça me donne plus du tout envie. Ouais, j'ai pas aimé. Il est honnête, hein, mais déjà, je pense que d'ici assez vite, quoique ça fait déjà 2 semaines que je l'ai lu, je m'en rappelle encore, donc peut-être qu'il est moins mauvais que je ne le pense, mais pas mauvais, il est pas mauvais, c'est pas ça. Mais c'est pas mon... Ouais, c'est pas mon truc, quoi. Ça m'a pas plu. Je me suis un peu ennuyée. Voilà, je pense que c'est tout. Bon, ben voilà. J'ai fini, j'ai rien d'autre. J'ai hâte de commencer les livres. J'ai déjà lu le premier pour le juillet. Le thème, alors le pays c'est l'Afrique du Sud. J'ai eu un trou. L'Afrique du Sud, et les 2 défis c'est commencer par le, la, l'apostrophe ou les. Et je sais plus. Ah oui, et il est basé sur une histoire vraie. Je vous l'ai dit en plus au début. Alors... Ça a été un peu perturbant au début qu'on a trouvé. C'est basé sur une histoire vraie. Donc, en fait, par exemple, j'ai pris la biographie de Mandela. Ça va totalement dans l'histoire. Mais ils ont dit, ils avaient dans les organisatrices ont dit, par exemple, le tatoueur d'Auschwitz. Bon, c'est une histoire vraie aussi, mais il y avait, par exemple, si ça se passe dans un contexte historique réel, genre pour moi, autant n'emporte le vent, ça compterait parce que ça se passe dans leur définition. Même si l'histoire est totalement inventée, ça se passe pendant la guerre de sécession, et la guerre de sécession est une toile
de fond de l'histoire. Et en gros, ils ont dit, là, il y avait les amants de 44 qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est totalement inventé, qui n'est pas du tout réel, mais comme ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ça compte. Donc en gros, voilà. Moi, j'ai quand même essayé d'avoir toujours des histoires réelles. Genre par exemple, comme je vous ai présenté l'inconnu de la Poste, là, par exemple, ça pourrait totalement aller dans ce thème-là. Donc c'est plutôt ce genre de choses que j'ai pris, ou sur l'histoire de... c'est Marie, une de mes amies, qui m'a conseillé l'Alliance de Michener, qui est en gros sur l'histoire de l'Afrique du Sud. Ben là, ça va rentrer dans le challenge. Voilà, parce que c'est une histoire vraie de l'Afrique du Sud. Enfin voilà, donc j'ai quand même une palle comme d'hab, une pile à lire énorme, mais j'ai hâte de m'y mettre et voilà. Bon bah je suis pas sûre de pouvoir tourner d'ailleurs en fin de mois parce que je serai en milieu de mes vacances à la fin du mois de juillet, donc ou début du mois d'août, donc ça sera peut-être un petit peu retardé par rapport aux vidéos, mais j'espère pouvoir lire autant en juillet que j'ai pu lire le reste de l'année. Bonne journée!